les grimpeurs, bonjour. Longtemps, les itinéraires d'escalade ou de montagne ont porté le nom des premiers ascensionnistes appelés ouvreurs. Avec le développement des sites sportifs, et notamment celui des voies d'une longueur, les itinéraires ont pris peu à peu des noms de baptême sortis tout droit de l'imagination et de la créativité des ouvreurs. C'est une spécificité propre à l'escalade d'associer une pratique sportive à un exercice d'expression libre. Cette originalité, même si elle a pu être galvaudée parfois par certaines formes d'équipements industriels ou routiniers, constitue une richesse de sens en même temps qu'une mémoire parallèle. C'est une tradition plutôt bien parce que nous, on donnait les noms de voies stupides, la 1, la 2, la 3, la directe. Le dièdre jaune, la K2. Je trouve que c'est un petit peu plus poétique maintenant. Oh, gros 600, tu vas grimper ou pas? Il y a du feu, il va faire trop chaud. Ben, c'est ta faute, toi qui l'as fait. Hein? Faire trop chaud. Moi qui l'ai fait. Tu vas grimper, gros saucisson? T'en fais? L'escalade? Oh, Paul. Une blague qui nous plaît et puis ça tourne drôle, ou tu discutes dans la voiture et tu rigoles parce que c'est le moment et ça te reste, hop, c'est le nom de la voie, ça y est. Tu procèdes comme ça aussi, Gravo? Ouais. Mais des fois, je vais m'équiper parce que j'ai un nom de voix, tu sais. J'ai un nom de voix qui absolument, il faut que j'ai équipé, j'ai le nom de voix, putain, j'ai cherché à personne, il faut que j'ai équipé. Puis des fois tu cherches pendant 10 ans. Voilà, et après, Oh, merde, j'ai pas de nom, tu cherches et là, un jeu de mots et merde, et tu trouves rien. C'est ça. Là, c'est la sécheresse intellectuelle, ça va être dur. Ce modeste exercice intellectuel reflète la personnalité des ouvreurs ou des équipeurs. Mais il fait aussi écho au goût et au dégoût de nombreux grimpeurs d'aujourd'hui. Stéphane et Fred, vous avez ouvert une voie ici qui s'appelle Acédic Park. Acédic Park. On a dit tiens, on va équiper aux branches une voie là. On sera à l'abri de la pluie. Voilà. Donc on avait repéré une ligne et puis ça a bien donné quoi. Toi t'étais au chômage et toi moi j'étais au RMI. Donc c'était la période Jurassic Park, les grosses productions américaines et tout avec plein de dollars. Alors nous on a déliré là-dessus sur le logo par rapport à notre statut social. Et finalement c'était votre principal sponsor à l'époque, c'était l'assurance chômage. Et puis merci papa, merci maman. Ouais, c'était un petit peu tout ça quoi. Ouais. Vous avez des exemples de noms de voies que vous avez équipés là? Ouais. Il y a Felicity par exemple. Pourquoi tu l'as appelé Felicity? Felicity parce que j'étais bien content. Ouais, c'est tout. No comment, il est tombé amoureux d'une. Mais dans le virtuel, si tu veux, il a pas touché ni rien, mais elle s'appelait Felicity, puis ça lui a trahi la tête. C'est quel genre de voie ça? C'est une grande voie dans les gorges de l'Ardèche. Et c'est une grande voie de Conti, sur colonnette, déversante. À mon goût, grande classe. Non, je vais grimper quoi. Tu sais, moi je suis un grimpeur. Des grimpeurs quoi, je fais pas du folklore. Je fais de l'escalade. Roger. Adieu. Bon. Il y a encore de la route, hein, il faut aller là-bas. Fichtre. Paradise of the Beat. Compilé avec Beat of the Paradise. La totale. L'équipement des voies d'escalade s'est largement sécurisé ces dernières années. Cette sécurisation n'est cependant pas synonyme d'uniformisation. Qu'est-ce qui te motive à ouvrir? Rien. C'est un boulot éprouvant, terrible.
terrible. Hein, putain. Il faut aimer souffrir, quoi. Il faut être con, quoi. Il y a de la reconnaissance un peu, les gens sont contents que tu moves, non? Tout le monde s'en branle, puisque tout le monde consomme. Que ce soit Hugues Bozil ou Pierre Rousseau ou Farah qui équipe, et on s'en branle, à part que chacun a son style d'équipement. Et que, ouais, si c'est Rousseau ou Hugues qui équipait, et on envoyait les copains à vue plutôt que d'y aller soi-même, quoi. Des problèmes d'espacement entre les points. Enfin, il y en a quand même qui apprécient les belles voies, je veux dire, il n'y a pas. Ouais. Heureusement. Moi, j'ai toujours constaté ici que de la part des ouvriers, il y avait une certaine jubilation à équiper un petit peu engagé, en tout cas dans des voies relativement... Ben ouais, parce que le caillou s'y prête vachement bien. Il est déversant, donc il y a moins de risque de se fracasser par retour sur le caillou. Le seul problème que les gens rencontraient ici, c'est que l'équipement était prévu pour... Il faut que je saute déjà, ça commence bien. Pour l'escalade de gens qui cogitent un peu. Si c'est beau la varap. C'est bien la varap. Ouais. Mais pourquoi j'ai arrêté? Je suis con aussi. On sent dans tes propos qu'il y a une certaine excitation quand même à la perspective du vol. Bah t'en as pris des grands plombs, toi, tu sais ce que c'est, quoi. C'est extraordinaire, non? Ah oui. Surtout quand tu veux pas tomber. Parce que moi, à l'époque, si je grimpais bien, c'est que je voulais pas tomber. Donc je m'accrochais aux prises. C'est tout, hein. Alors, Et quand Hugues équipait une voie qui mettait son petit mot, il me dit ah, ça y est, tu peux y aller. Je dis vas-y d'abord. Et moi, quand je lui disais ça y est, je finis la mienne, ouais, bah t'y vas. Et on se prenait des râteaux, une force. Parce que même si tu l'équipes, tu la connais un petit peu. Mais quand tu es au taquet avec les pieds 3 mètres au-dessus du point, que ce soit toi qui l'ai équipé ou pas. D'ailleurs, dans l'autre secteur, j'ai équipé une voie qui s'appelle Gazoduc. C'est une colonne noire. Et Hugues, il me dit du bas, ça me paraît un peu engagé, quoi. Je dis, oh, bah quoi, on a l'habitude, non? Bon, bah vas-y, elle est finie, j'y vais. J'y vais, je savais très bien que le dernier point avant le relais, c'est là que c'était très engagé. Je crois qu'il y a au moins 4,50 m entre les points. Et je dis, je suis pas con, j'étais au taquet, hein. Sortie de colonne, j'ai plus de bras, je suis pas con, j'ai mis le baquet, enfin j'ai mis le point à côté du baquet. Je prends le baquet, que nenni, il n'y avait pas de point, il y avait un autre baquet au-dessus et le point était au-dessus. Et mais là, le baquet, je le tenais plus, je me suis jeté sur l'autre et hop. Et là, on a dit avec Hugues, parce qu'il m'a bien assuré, je suis tombé tout près de lui. Et il m'a dit, oh, peut-être le descendre celui-là. J'étais entièrement d'accord avec lui. J'étais comme ça. Bon, ça fait peut-être trop propre, hein, ces dégaines comme ça. Tu vois trop l'étiquette Pels qui dépasse. Tu vois. Il m'est arrivé dans sa voie là à sortir la dégaine du baudrier et me dire mais non mais elle est pas là la dégaine, elle est là-haut. Donc bon je la repose et je continue. Bon, c'est que si naturellement j'ai sorti la dégaine du baudrier, c'est que pour moi le point je l'aurais mis là. mais bon j'ai remis la dégaine et je suis reparti. Je pense que c'est bien de, disons, passer une certaine hauteur, d'espacer les points. Bon, sans vouloir non plus faire un truc diabolique. Il y a un certain plaisir quand même. Ah oui, non, je pense que les voies dont on se souvient, ce sont les voies engagées. Hein. Ça, les petites couanes, bon, 5 ans, 10 ans après, en fait, on les a oubliées. Tu n'avais pas un petit pincement encore quand tu allais voler? Ah si, au tout début, évidemment. Au tout début, le tout début de l'escalade sportive, moi j'avais l'impression que j'allais mourir hein, quand je tombais. Enfin, quasiment, quoi, tu vois, c'était... C'est une petite mort symbolique. Oui, c'est ça, oui. En matière d'équipement, les débats restent vifs, mettant en relief des modes de pratique différents et des représentations divergentes de l'activité. Ma conception du vol, c'est vraiment que ça n'a aucun intérêt de voler et que je recule au maximum le moment et enfin j'espère ne jamais voler dans une voie, quel que soit son niveau. Au moment où on se sépare du rocher, tout est fini, on a perdu le contact, c'est fini, il faudra recommencer. Et c'est cet instant-là qui me gêne dans le vol.
attends, je suis en phase de reproduction en ce moment. Et tu sais que je me reproduis avec ma tête. Bon. Allez. Larsen, Larsen de la falaise. Le Larsen. Allez, Simon. Qu'est-ce que c'est quoi, Larsen, tu dis? Regarde, il y a la main gauche. Allez, Simon. Ah ouais, c'est bien collé. Allez, allez. Ça va? Ouais. Ah, ce rando. Et tous tes zigouilles, tu parlais plus. Hein. Et comme c'est beau un peu ce truc. C'est pur. Allez. Très bien. Allez. Allez. Super. Allez. Super. Allez. Allez, Thierry. Super. Ça s'appelle comment, c'est là, Bruno? Ah ben c'est dans la Thierry. C'est Mélodie pour l'Ardéchois. Il est derrière toi, l'Ardéchois. S'il y a des mecs qui donnent un peu de leur matériel pour équiper. Ouais, mais avant d'avoir les bacs, tu vas voir ce que je me mets dans la tête. Fais gaffe, hein? Ouais. Bravo. Il aurait fallu la caméra. Yes! Bravo. Yes! Bravo. Bloc! Ouh! Allez, tous tomber là! Ici! La notion d'engagement focalise un certain nombre d'enjeux qui confinent parfois aux relations conflictuelles, voire à l'absence de relations entre acteurs de l'escalade. Ces enjeux peuvent être la réduction de l'escalade à une pratique gymnique essentiellement physique, l'absence d'appréciation du risque ou la disparition de toute fonction symbolique de ce risque. À l'époque, il y avait le même engagement il y a 10 ans, en 2 aiguilles sur des pitons et des pics de 8 comme ça, dans une dalle. Maintenant, tu es sur des goujons de 12, tout le monde braille, quand il y a un mètre entre deux splits, quand il faut faire un mouvement avant d'aller au suivant. N'importe quoi. Ah ouais, tu penses que les grimpeurs, ils sont pas faits à l'engagement? Mais non, au contraire. Il y a une tendance à l'aseptisation générale, avec la Fédé et tous ces gens bienveillants, tous ces comités qui veulent suréquiper tout pour aseptiser l'escalade. Mais l'escalade ne sera jamais un sport sans risque. Donc en fait, espacer les points, ça équivaudrait à retrouver un petit peu le Ça responsabilise les gens. Quand tu viens avec ton gris-gris là, et ben, même si le mec il est là-haut, ben, tu regardes pas le cul de la gonzesse ou t'es pas en train de te parler en bras croisés. Tu fais ça hors pierre parce qu'il y a un point tous les mètres et tu t'en fous clotif. Là, si tu as un risque et si t'es pas présent là, même avec un gris-gris, et ben, t'es plus responsable, je pense. Enfin, c'est pas le but que je fais là, mais le mec qui vient là, je le vois, le comportement est plus le même à l'assurage. Puis quand t'équipes de ta poche, de ça, t'as pas envie de mettre un point tous les agrégateurs. En plus, alors là, si tu évites de mettre un point, mais tu mets un point de moins et voilà. Vous équipez de votre poche là, tous les deux? Ah ouais. Moi, je préfère venir de ma poche et n'avoir aucune responsabilité sur les épaules plutôt que d'être prisonnier du système. De toute façon, j'ai pas envie de passer par tous ces gens qui filment ma tête. Le système, c'est quoi? C'est un développement industriel des sites? C'est même pas industriel. Non, mais c'est pas des développements des sites, c'est des personnages. Hein. Tous ces abus de pouvoir, tous ces gens qui s'imaginent être au centre du monde parce qu'ils ont un minimum de sous de pouvoir, alors que c'est des fourmis autant les uns que les autres. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Hein. Moi, j'ai un peu bossé pour la Fédé, j'ai fait un peu d'émissions à l'étranger, tout ça, mais je peux entendre parler de quiconque qui émane de par là-bas. Hein. C'est trop, il y a trop d'hypocrisie.
Et de manque de sérieux. Il y a T'as vraiment... été déçu quoi, par le comportement des acteurs fédéraux que tu as rencontrés. C'est même pas déçu, j'ai été dégoûté, mais vraiment dégoûté quoi. Un poil, c'est assez inimaginable. Je sais pas, à une époque, je m'étais imaginé que je pouvais peut-être faire des choses bien avec eux, mais c'était un petit rêve. Quand je me suis mis à l'équipement, c'est vraiment du travail, hein, il n'y a pas de... Mais bon, au début, effectivement, c'est pas rémunéré du tout. Ça dépend un peu des plans régionaux ou départementaux. Par moment, on réussit à avoir de l'argent et d'autres fois... Là, en ce moment, par exemple, j'ai rien. Rien sauf, et ce qui est quand même pas mal, le matériel. Donc les broches, la colle, le prêt des perceuses, des soufflons, et des choses comme ça. Hein. Le fait aussi de pouvoir baptiser les voix, le privilège qu'on a de baptiser les voix, ça c'est important pour faire passer justement les messages comme ceux de tout à l'heure. Vu l'investissement que ça représente, bon déjà on travaille pour la créer et puis souvent on travaille aussi pour la réaliser, moi j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au nom de voix. Je me suis toujours posé la question pourquoi tu avais appelé une voix Treblinka. Que pour moi c'est l'événement majeur du siècle, voilà. Donc du siècle et même peut-être de l'humanité. Moi-même je suis allé à Auschwitz en Pologne exprès pour, tu vois, pour voir les camps, enfin bon, chez moi c'est quelque chose de très important et donc je voulais laisser effectivement dans une voix dure parce qu'une voix dure va faire parler d'elle, tu vois, c'est une caisse de résonance. Mais après, ça a été compris par certains comme rapport à la douleur. Non, rien, tout faux. Il n'a jamais été question de ça. Donc, on était parti donc pour visiter les camps et puis en fait, on a très vite aussi, on a cherché des falaises parce qu'on ne pouvait pas rester 15 jours sans grimper. Donc on a rencontré des grimpeurs, ils nous ont baladés à droite à gauche et un jour, donc près de Varsovie, on a rencontré des grimpeurs qui s'entraînaient dans des fortins, là, des vieux trucs de la dernière guerre. Et donc tout de suite quand ils m'ont vu, ils m'ont reconnu à cause des photos d'Orange Mécanique qui avaient dû passer dans une des revues spécialisées, je ne sais plus laquelle, peut-être Montagne Magazine. Et donc ils m'appelaient Orange Mécanique. Ils ne m'appelaient pas Denis Garnier, ils m'appelaient Orange. Tous les problèmes de taille de prise, le fait de rajouter des prises là où il n'y en a pas, ou de coller des morceaux de rocher, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il y a un sujet là. Bon, c'est sûr qu'a priori je suis contre. Hein. Bon, maintenant, voilà, si ça permet de faire une voix exceptionnelle, j'avoue que je mets un peu d'eau dans mon vin. C'est sûr. Donc, non, je suis pas farouchement contre. Ce que je pense surtout, c'est que bon, ça doit être fait vraiment avec parcimonie. Ça doit, bon, il faut pouvoir le justifier. Hein, et puis, ça doit être bien fait. Bernard, tu t'appelles comment? Bernard. La taille de prise, t'en penses quoi? Alors, j'en pense qu'on en parle beaucoup. Et il faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a des gens qui taillent, qui font ça très bien. Et ça vient souvent, à mon avis, par rapport au niveau de l'ouvreur. Si l'ouvreur il a un niveau 7A qui va ouvrir quelque chose de plus dur, il va avoir tendance à tailler. Pour moi, tailler, c'est pas un crime, loin de là. Et il y a des gens qui font ça très bien. Voilà. Un problème d'éthique agite le microcosme des équipeurs et le milieu des grimpeurs. La taille de prise supplémentaire dans le rocher à l'aide d'outils divers, perforateurs, burins, marteaux, voire le rajout de prises collées ou vissées sur la paroi. Si vous faites une ligne de goujon à côté, entre une ligne de goujon ou une prise collée, pour moi, je préfère la prise collée. Parce que c'est un artifice aussi, la ligne de goujon. Et puis moi, je suis pas d'accord avec le fait que des forts grimpeurs disent qu'il faut laisser ça aux forts grimpeurs. Faut pas tailler, c'est tout, quoi. Faut arrêter. Ils ont taillé dans des bacs, ils ont taillé d'autres bacs, parce que voilà, c'est pas des grimpeurs, et ils ont pas équipé dans leur niveau. C'est pas une question d'ayatolisme, mais il faut être un peu la tête sur les épaules. Bruno, il avait tendance, mais bon, à améliorer, à ouvrir un peu les fissures pour que les doigts puissent se glisser un peu mieux dedans, de façon à ce que ça soit plus facile, hein, de façon à ce que l'escalade soit plus agréable.
Et je lui avais fait remarquer, et la fois d'après, il a rien taillé du tout, rien touché, il a fait ça le droit chemin. Et j'ai trouvé ça très bien de sa part. C'est tout simple, c'est simplement ma tête qui va pas très bien. Ça c'est bien femme. Des fossiles. Là où on est allé. Oui. Hein, c'est avec le plat. Main droite, il faut ramener main gauche oui, avant ça y est, par je le accès vois, oui, à d'archipel. l'entrée de... Ce que je trouve dommage dans le fait de tailler une voie, c'est qu'on est limité par ses idées. Alors que si on a ce genre d'idées et qu'on les cherche dans la nature, non seulement on reprend cette idée de chercher un mouvement très complexe et très dur au niveau, très riche au niveau gestuel, mais en plus, guidé par la nature, on risque de trouver des choses encore plus complexes et puis de se rendre compte en le travaillant qu'effectivement ce plat il est petit, mais l'index tient sur une petite aspérité. Et à partir de là, de se rendre compte que le mouvement est possible. Et sur une prise taillée, ça n'arrive jamais. Pourquoi ça s'appelle Ebola, en fait? C'était Philippe on avait rigolé avec ça, et Philippe tenait à ce que ça s'appelle Ebola. La ligne qui fait un peu peur, quoi. Des choses qu'on maîtrise pas vraiment. Vous aviez rigolé avec ça? Moi, c'est lui, il avait beaucoup ri, moi, honnêtement, moi. C'est pas mon genre, avec Denis Garnier, je pense qu'il avait été soigné. Pourquoi? On se très blinka. Faut pas attention d'en rire, hein? Moi non plus. C'est la conversation qui a dérapé. En escalade, comme dans d'autres sports alternatifs, il semblerait bien que le délire ait pris le pas sur la raison. La légitimité va au vertige. La stabilité est celle que l'on trouve en contrôlant des déséquilibres recherchés. L'émotion née de la précarité du geste. C'est moins la solidité des appuis que la fugacité des impressions qui est à l'œuvre ici. La recherche forcenée du degré improbable et des stades parfaitement aléatoires devient stupéfiante. Ah, je le savais. Ouais. Ah, mais d'accord, c'est celle du dessus, c'est pas celle frontale. Ah non, c'est celle-là, là. Mais celle-là, tu peux la protéger, je pense. Mais si tu la protèges juste par-dessus. Ouais, mais c'est que ça verrouille. Tu vois bien la marque de la prise. Oui, mais quand même, déjà, si tu verrouilles, ça t'évitera de trop sang. Moi, je le ferai pas deux fois. Comment il s'appelle celui-là, Bloc? Musha. Musha? Ouais. Ça veut dire quoi, c'est Musha? C'est le nom d'un jeu. En fait, c'est des jeux où il faut tuer tout le monde. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution. but existentiel. À côté d'une culture sportive fondée traditionnellement sur la concurrence, la confrontation, la compétition, se développe un type de relation très particulier qui introduit perturbation et désordre. Après le règne des gagneurs, le sport entre dans un thème plus impressionniste, plus cool, une logique de la performance floue, tout en nuances et au sein de laquelle la recherche des potentialités devient personnelle, autoréférentielle. C'est le contenu même du mot sport qui est remis en question. Est-ce que tu penses qu'on peut pratiquer la recherche de la difficulté en n'ayant aucun esprit de challenge, de compétition Je crois que ça peut exister à partir du moment où ça existe déjà. Par exemple, je pense à tous ces gens qui essayent des blocs. Par exemple, Laurent Havard, qui essaye un bloc comme Kéops l'hiver dernier, et qui n'est pas dans un esprit de compétition, mais qui endort plus la nuit tellement il a envie de le faire. Et c'est ça, c'est vraiment la maîtrise de l'activité, la maîtrise du rocher, de ses gestes. C'est surtout qu'il est plat, quoi. Il faut la pousser, et là, c'est vraiment sympa, ça. Les gens qui viennent un peu pourrir l'ambiance de la falaise, j'ai quand même un peu l'impression que c'est quand même les compétiteurs, ou les ex-compétiteurs, ou les compétiteurs aigris. C'est un poil dommage. C'est pas sympa, ce type qui arrive là. Tu vois,
T'es dans ton coin, t'équipes, et puis vous voyez des gars arriver là en conquérant. Alors il est où ce Vita Je comprends que ça dépite un peu les gens, tu vois, les types qui passent, qui viennent, ils sont venus là pour faire une voix, ils s'en vont, sans rien regarder. Première question, c'est combien, sans te dire bonjour, toi? C'est combien? Toi, t'es en haut sur les soupeurs avec ton pot de sika, Voilà. C'est combien? Tu vas voir, c'est combien? Je préfère pas aller grimper ou aller faire une séance de pan tout seul plutôt que d'être avec quelqu'un avec qui je me sens pas, et avec quelqu'un qui va crier, qui va jurer, et qui va me mettre une tête comme un conteur. Ça non, je préfère grimper avec un copain avec qui ça passe, même si ce copain il a un petit niveau, voire même il est débutant, mais c'est pas grave, je me ferai plaisir. Ou le contraire, ça peut être un copain qui est beaucoup plus fort que moi, et bah c'est génial. On va où? Angèle? C'est un sport, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête, c'est vrai. Mais bon, il y a beaucoup de gens tendus qui, quand ils réussissent pas, qui tapent dans le rocher, qui s'énervent contre leurs compagnons. Mais bon, ça c'est quand même une minorité. Il y a quand même beaucoup de gens qui se font plaisir et qui mettent une bonne ambiance au pied des rochers. La conquête de nouveaux espaces rocheux, lorsqu'elle n'est pas institutionnelle, traduit le désir de retrouver une convivialité perdue. Le théâtre de ces relations amicales et ludiques est constitué le plus souvent d'un cadre naturel sauvage. L'escalade dans ces conditions est perçue par certains comme une nouvelle pression sur l'environnement naturel. Et en même temps, on ne veut pas voir arriver trop de monde. Comment t'expliques tout ça? Je sais pas que c'est Les crétins en surnombre, la rançon du succès. Je viens de lire là également Adieu la foule. Ouais, mais Adieu la foule, c'est quand il y a trop de monde et qu'on s'est tiré d'ici pour équiper ailleurs. Bon, je crois que sinon, là, les spots secrets, là. Les spots secrets, ma foi, il n'y en a pas en Ardèche, ça, il faut bien se le dire, Non, parce qu'ils sont plus secrets entre nous, mais je veux dire, pour les gens, s'il y a des gens qui veulent le savoir, ils ont qu'à nous le demander, hein. Ouais, mais le spot secret, c'est le spot, en fait, top secret. Voilà. Ouais, on est sur un terrain minier. Oui, comment tu vas réagir alors quand la presse spécialisée va faire des articles sur la baleine? Moi, j'aurais disparu. Je serais en train de grimper un peu plus loin, je vais trouver d'autres colonnettes plus loin. T'inquiète pas pour moi. Non, mais qu'il y ait du monde qui vient grimper dans les voies, c'est très bien, ça entretient. Quand c'est des gens qui apprécient, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des oiseaux qui viennent là, qui te disent pas bonjour et qui y arrivent, qui te demandent c'est combien ça avant de te dire bonjour, et puis qui apprécient pas et qui critiquent après qu'ils se soient engagés ou quoi que ce soit, ben, ils ont qu'à rester chez eux. Bien, moi je me pose pas la question. On ne peut pas non plus aller ouvrir partout, il faut laisser des terrains relativement tranquilles, que ce soit pour la faune, la flore ou autre. Il n'y a pas que les grimpeurs qui ont patiné les voies. Il y a les oiseaux, ouais. Quand ils rentrent dans les trous, pendant des millénaires, tu vois. Il y a une voie que tu as appelée biotope, ici. C'est quoi qui est important? C'est de protéger les oiseaux ou de protéger... Ah non, parce que la seule grosse connerie qu'on a fait en équipant cette falaise, c'est de chasser tous les oiseaux. C'est de dire de discuter avec ces gens, ils sont aussi intolérants que nous, alors. Comment tu peux discuter? C'est un écolo, et c'est vraiment, il est dans son truc, il est sûr d'avoir raison, et toi, de ton côté, tu es sûr d'avoir raison. En question, tu es en train de grimper là et tu diras que tu jettes l'oiseau qui est dessus, et puis il y a le mirage qui va passer à 1000 à l'heure en bas du ballon, mais il ne va pas le voir. Il y a le chasseur à côté qui lui tire dans le dos, et il va dire que c'est pour le bien de la société. Il y a le bûcheron qui déboise la forêt à côté, alors que l'ONF, elle dit contre, et débroussaille là-bas, et ça, il ne va pas voir. Alors là, le grimpeur, il essaie de l'écrabouiller comme une... C'est souvent le cas. Hein. Et des fois, j'aimerais bien être une espèce protégée, moi aussi, en tant que grimpeur. Le sport fait partie intégrante de la culture contemporaine. Il apparaît bien comme un fait social total qui engage toutes ses dimensions, politiques, économiques, culturelles, sociales, technologiques. La conception d'un sport autonome, humaniste et idéal, indépendant des partis et élevé au-dessus des nations, est aujourd'hui discutée et contestée. Les derniers auxquels je pense, c'est des noms de voix que j'ai montré à Lucien. Il s'était tellement foutu de ma gueule, de mon manque d'inspiration, que j'ai remonté en catimini tout seul, tout effacé et renommé tout. Tu vas avec ton catalogue de noms et
Et des fois, ça merde, quoi. T'es obligé d'effacer avec ton petit marteau. Pas l'air con. Et est-ce qu'il y a des noms de voix qui t'interrogent chez d'autres ouvreurs? Bah ouais, il y a pas une voix encore qui s'appelle Auschwitz, mais ça ne saurait tarder, quoi. Donc il y a une Et voix là, qui c'est s'appelle- Treblinka. Ouais. Comme je vois que l'escalade se rajeunit à une vitesse folle, quoi. Les gamins, ils ont 10 ans, ils font du 7C. Et je me dis que dans une conversation de jeunes grimpeurs, un jour, il y en a un qui dira Treblinka. Treblinka, mais c'est une voix aussi maille. Tu vois? La perte de la mémoire totale, on ne mélange pas les choses. Il aurait nommé sa voix, surtout n'oublions jamais Treblinka, j'aurais compris, quoi. Et en fait, c'était sa volonté. Hein. Ouais, Sa mais c'est volonté, complètement, Tu penses que c'était raté, quoi. c'est complètement raté. J'ai jamais associé Sarajevo à autre chose qu'un nom de voix. Ouais. Ouais. Si, je sais bien, quoi. Ouais. Quand on me parle de Sarajevo, je suis pas sot, quoi. Enfin, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que bon, bah, ça s'appelait Sarajevo, point. Il y a une voix qui s'appelle Les Enculés du Front. C'est un rapport au Front National? Ouais, c'est parce qu'il me faisait chier avec tous ces noms politiques, là. Politiques. Ah, pour les noms de voix aussi, comme Hugues avait commencé avant que je n'arrive, il soignait pas son écriture. Et quand j'ai commencé à ouvrir et que j'ai fait des machins, il a effacé tout, il a recommencé avec de la couleur et tout. Ah, c'était rigolo. Elle n'est pas dans la voix, cette prise. Je lui dirais qu'on aura réussi. Marquin Claret, c'est ambiance franche, rigolade, bonne camaraderie. L'engagement dans les voies où tout le monde a peur d'y aller, mais tout le monde y va quand même. Tout le monde Se motive. se met un peu OP et chaque fois qu'il y a un grimpeur qui est OP, ben, il y a un attroupement de grimpeurs un peu feignants aux pieds qui sont là. Et ils attendent une chose, c'est de le voir sécher et tomber, quoi. Et ben, c'est franchement excellent, mais après c'est à chacun de trouver sa motivation pour grimper. Bon, c'est bien long, gamin, là. Faut sortir. On va la décoter, non? Il prend le baquet de Macao, on va la décoter. Mais quand tu débarques en troupeau avec tous tes potes, tu fais plus que de l'escalade. Puis c'est vachement bien de réussir des choses que tu fantasmes avec tes potes pour te féliciter, c'est vachement bien. D'avoir des copains en bas qui te poussent au cul, c'est super. Le problème de savoir est-ce que c'est réellement un 8B, est-ce que c'est... Chacun s'en fout. Mais en fait, c'est pas vrai. T'as les boules quand tu viens de louper ou d'enregistrer un 8A+, et puis que 2 mois après les décoter. Ce qu'ils ont fait avec les gonzesses, c'est pointu, ça. La fameuse voix du Amoriès, hein. Premier 8A féminin Elle, mon premier aussi. qui a été décoté. Qui a été décoté juste après que les 2 championnes les fêtes, quoi. Est-ce que ça peut exister justement une pratique de l'escalade sans aucun esprit de compétition? Un peu difficile. Même avec tes potes, t'as envie d'être meilleur qu'eux. Du moins t'essayes. Ça a toujours été. Mais c'est de l'émulation, c'est plus de la compétition, ça. Après, si les mecs qui font de la compète viennent s'entraîner sur les falaises, je te brouille. Je comprends pas la question, je suis désolé. Une autre? La suivante. Les cotations, t'en penses quoi? Je m'en fous de plus en plus, je crois. Hein. Ouais, c'est dur pour moi, point. C'est pas dur pour moi, c'est dur pour les autres, je m'en fous. C'est tellement différent, hein, d'une personne à l'autre. Moi, j'aime bien que ça soit un compromis de tout le monde, quoi. Que tout le monde ait un langage commun, en fait. Et si tu veux dire aux copains que tu l'as réussi parce que t'as tiré une dégaine en cours de route sans que les autres y voient, ça tout seul le soir, t'es bien ou t'es mal, quoi. Mais là, la Fédé, s'ils veulent tout mettre comme ça. J'aimerais bien quand même faire la différence entre un 8A et un 8B. Bah, c'est un peu tard maintenant. J'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pensé au nabab qui allait pas sécher, et j'ai pas pu penser à autre chose. Je suis désolé, je ne penserai pas à autre chose. Je suis omnibulé. Avec les cotations, système d'évaluation de la difficulté en escalade, nous nous heurtons à une difficulté majeure. Donner un sens général à quelque chose qui relève de l'autoréférence, de la pratique personnelle. Putain, mais elle est mouillée encore.
C'est classe. Un peu séché. Ah, ça va descendre. Je vais voir si je peux... Si la suivante est clippable ou pas. C'est classe, c'est délirant comme c'est classe. Ok, Black? Et celui-là, je le clip pas. Celui-là, quand j'enchaîne. Le mouvement vécu pour lui-même ne peut être mesuré, donc comparé. Il ne peut vivre que dans les marges, aux extrêmes, hors des balises et des limites, car il n'est pas commun. Ok, juste avant. On va chercher main gauche. Une forme possible d'avenir du sport peut être décodée, comprise et négociée dans ses marges, c'est-à-dire aux extrêmes, hors des limites et des procédures sportives classiques. Je n'ai pas trouvé un plaisir immédiat à participer à des compétitions, ni d'ailleurs a posteriori. Même quand tu as gagné? Bah, si, c'est vrai que c'est une petite satisfaction personnelle, mais c'est pas aussi intense que la réalité. C'est pas enfin, je trouve, c'est pas un vécu qui dure dans mes souvenirs comme les voies que j'ai réalisées. Même si on est en lutte avec quelqu'un, on reste en lutte avec une voie. Je pense que c'est la presse qui est à la recherche d'un champion. Que tu as été tenté par la compétition? Non, justement, moi, a priori, au départ, j'étais assez contre. Bon, après, elle s'est créée, donc moi, j'ai laissé courir. Mais j'ai été parmi les gens qui ont signé le manifeste. Et l'idée, d'ailleurs, m'en revient. Il y avait une commission qui avait réfléchi au problème et qui avait décidé qu'on allait en faire en France. Donc, on a réussi à repousser le truc d'1 an, grosso modo. Et pour quelle raison tu étais contre? Et parce que je suis fondamentalement contre la compétition. Et je trouve qu'il y en a tellement dans la vie courante, dans la vie professionnelle, enfin avant même à l'école, la vie professionnelle, même la vie amoureuse, enfin bon, tout n'est que compétition. Et pour une fois moi je découvrais une activité où elle n'existait pas institutionnalisée, j'ai essayé de l'empêcher. Bon, j'ai juste réussi à la freiner, mais bon. Oui, non mais en fait c'est ce qui s'est passé. Des fois ça va faire comme ça. Je me suis dit, oh, ça va faire. Chaque avis formulé sur l'escalade s'appuie sur des normes et des valeurs qui engagent toute une vision de l'univers des sports et plus généralement toute une vision du monde social. Bernard, tu as ouvert une voie après elle qui s'appelle Badaboum. Ah, c'est pas simple là ce que tu me demandes. C'est important pour toi de faire du bruit? Bon, je suis prêt. Si je l'ai appelé Badaboum, c'est qu'on avait un problème de rocher instable dans la deuxième longueur. Donc on a mis 800 grammes de dynamite. Et c'est vrai que ça a fait un gros boom. La colonnette, la grosse. C'est pas le premier, non? Si.
Il y a un croisé là, tu t'en souviens? Ah, il y a main gauche sur le... En ce qui me concerne, le à-vue, c'est fabuleux. Tu es obligé de sortir tout ce que tu as dans le ventre. Tu arrives au relais, tu as la tête qui tourne. Tu te souviens même plus de la longueur si tu t'es vraiment fatigué dans la longueur. Bon, tu t'es arraché. C'est l'escalade sous toute sa splendeur, quoi. On aime bien que bon, le travail qu'on fait plaise. Bon, si ça plaît et que c'est joli, bah, c'est tout simplement le bonheur. On est content. Voilà. Si c'est joli, ça plaît, et que c'est en plus c'est la plus difficile. Bon bah là c'est... C'est l'extase. C'est l'extase. C'est bon, Steph? Allez ma poule. Avance. J'ai énormément de voix à faire en Ardèche depuis que je travaille un peu régulièrement sur l'Ardèche. En fait, Steph... Donc j'ai plein de vues à faire encore, donc des super voix. Donc c'est vrai que je prends plaisir. C'est le truc classique de l'Ardéchois de base qui est né dans le Gard. C'est-à-dire que dans la semaine, il travaille les voix avec les collègues et puis le week-end, il les fait à vue avec d'autres collègues. Ce qui est assez sympathique, ma foi. Hein. C'est assez valorisant. Les mouvements à vue, on ne s'en souvient pas. Tu vois, tu passes... Aucun souvenir. Hein. Bon, les voix à vue, tu te souviens de la voix à vue, tu te souviens du nom de la voix, tu te souviens éventuellement de l'ambiance psychologique dans laquelle tu étais, mais les mouvements, rien. D'ailleurs, quand on veut expliquer une voix qu'on a fait à vue à quelqu'un, en fait, on est très embêté. Hein. Bon, par contre, les mouvements travaillés, donc ces fameux mouvements qu'on a été obligé de travailler X fois avant de les réussir, on les a mémorisés, évidemment, pour les réaliser. Et on les a encore en mémoire 5 ans, 10 ans après. Et en fait, quand on se souvient de très beaux mouvements, c'est un petit peu comme les mouvements de bloc, on se souvient des voix travaillées. Donc, si tu veux, avec le recul, c'est très agréable d'avoir travaillé des voix. Parce qu'on a des choses tangibles. On peut même encore rêver, réaliser certains mouvements. Alors qu'en vue, c'est pas possible. Quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mes premières sensations dans le 8. C'était pas concevable pour moi, ça n'existait pas en tant que prise, en tant qu'enchaînement, en tant que mouvement, c'était irréel. Et puis bon, quelques années après, c'est vrai que les prises suffisaient largement puisque j'avais fait plus dur que 8A. Et ce que j'ai envie de retrouver, c'est cette sensation de quasi impossible et hop, réalisé. Akira, c'est le nom d'une voix que tu as ouverte? Akira, c'est une manga japonaise. C'est l'histoire d'un petit garçon, donc Akira, qui en voulant devenir trop puissant, est devenu très fort, mais a perdu complètement le contrôle de son corps et il a explosé. Donc ça me faisait rire Akira, c'est vrai que c'était pour l'histoire, voilà. De réussir à devenir fort et d'essayer de ne pas perdre le contrôle. N'importe qui est pas fort physiquement, s'il est fort dans sa tête, et ben, à quelque niveau que ce soit, ben, il peut faire des trucs sympas en escalade, et puis voilà. La tête, elle intervient quand même un bon peu. Je me cache. Tu leur as dit que tu faisais du 8C en plus de traversière? T'es modeste. C'est vrai, hein? J'ai fait le conservatoire. L'escalade, la musique et l'amour. Voilà. Ensuite, le pilier du souvenir. C'est une voie qui a maintenant 20 ans passés. Une vieille voie d'artif avec un équipement en place. Enfin, intéressante. Et à droite, badaboum. Une jolie voie de libre. On va dire soutenue.
Et l'escalade libre, t'en penses quoi? L'escalade libre? Libre. C'est-à-dire? Ben, tu pratiques l'escalade libre, il me semble. Oui. C'est anodin pour toi? Je sais pas, c'est l'escalade libre en termes de... Il se trouve que l'escalade qu'on pratique, elle s'appelle l'escalade libre. Oui. C'est vrai que ça m'interpelle pas. Et... D'accord. C'est vrai que c'est une association de deux mots que je trouve jolie. Mais pas trop fort les questions, on a mal au crâne, non, hein? Là ce matin, disons. C'est la du bistrot qui a frappé? Bah ça a commencé là, hein. Vas-y, redis ta question. Qu'est-ce que ça évoque, l'escalade libre pour vous? Oh, elles sont pires qu'hier ces questions. Bah, pour moi, pas grand-chose. On va laisser la parole tout de suite à Rousseau, parce que nous, on s'est arrêté au 5 suprême. Alors, et quand on faisait un 6, c'était parce que le clou était parti et qu'il fallait partir en libre. Je crois que ça, c'est le grand départ de l'escalade libre. Mais c'est peut-être le mot libre qui lui va pas du tout, quoi. On voit pas ce qui vient foutre là-dedans. Moi, je viens du Nord, quand même. Je suis descendu dans le Sud pour l'escalade. J'étais venu ici, j'avais un copain qui habitait Montpellier. On a été à Saint-Mauzin-de-Montmel, on était à 3 jours de Noël, et on grimpait en short et torse-poil. 6 mois après, j'étais là. T'avais compris? J'ai compris. Et depuis que je suis ici, rares sont les week-ends entiers où on n'a pas pu grimper. C'est fabuleux. Non, à l'époque, je travaillais pas. J'étais enseignant donc à Paris. Quand je suis venu ici, pendant 2 ans, j'ai rien fait d'autre que grimper. L'escalade peut absorber et passionner jusqu'à structurer complètement un mode de vie. Cependant, rares sont ceux qui parviennent à résoudre ce dilemme qui oblige à conjuguer 2 systèmes de valeurs antinomiques, le jeu et le travail. Tu grimpes combien de jours par an, tu sais? J'en sais rien. Il y a combien de jours dans l'année? 365. Eh ben, tu peux en enlever quelques-uns, mais pas beaucoup. Hein. Voilà. C'est vrai que j'aime souvent. Presque tous les jours. Ouais. Ouais, je fais pas forcément des grosses journées, comme ça je peux grimper le lendemain. Voilà. Je fais quelques longueurs, puis ça me va bien. Je suis content d'être dehors et de grimpouiller un petit peu. Un sueur qui papote. Pas bon pour la concentration. Tu veux qu'il y en a pas, vous êtes prêts? Je sens que je vais souffrir. Ok. Tu bloques? Tu bloques? L'escalade. C'est grand pied. C'est 41, c'est pas 47. C'est un pied différent. Et tu peux parler, toi. Ah oui,
Thank you.